Que de rebondissements dans le dénouement qui n'en finit pas de l'élection présidentielle américaine. Aussitôt, vous allez me dire, mais que s'est-il passé? Les médias occidentaux, en particulier les médias français, n'ont parlé de rien. Et pourtant, il y a eu, dans les derniers jours, deux événements majeurs. L'un défavorable à Donald Trump, l'autre favorable. Qui en a parlé? Qui les a pesés à leur juste valeur? Le premier événement, ça a été la grosse déception lorsque la Cour suprême des États-Unis a refusé d'examiner une plainte déposée par le Texas et 8 autres États avec le soutien d'encore une dizaine d'autres États de la Fédération américaine contre le Wisconsin, l'Arizona, le Michigan, la Pennsylvanie et la Géorgie, leur reprochant d'avoir changé le code électoral en élargissant le vote par correspondance et donc d'avoir faussé le résultat de l'élection américaine. Alors évidemment, c'était quelque chose de tout à fait impressionnant. On a vu surgir ça vers le 7-8 décembre. Et puis, on a eu une grosse déception le 11 décembre lorsque la Cour suprême des États-Unis a déclaré de façon lapidaire que la plainte déposée par le Texas ne lui semblait pas mériter l'examen. Il n'y avait pas de solidité constitutionnelle derrière cette plainte. Évidemment, une grosse déception, un grand étonnement aussi parce que ça n'est pas rien d'avoir une vingtaine d'États de la Fédération qui mettent en cause l'équité du résultat et la manière dont la fraude, ou en tout cas le changement de code électoral dans d'autres États, pèse sur l'ensemble de la Fédération. La deuxième nouvelle, qui elle est beaucoup plus favorable à Donald Trump, elle n'a pas non plus été du tout mise en valeur par les médias, et pourtant c'est une réalité. Lors du rassemblement du collège électoral dans chacun des États, pour ensuite envoyer au Congrès le résultat de l'élection dans leur État. Il y a eu 7 États dans lesquels les grands électeurs républicains ne se sont pas ralliés à Joe Biden, hâtivement proclamé comme vainqueur par les gouverneurs de ces États. Ils ont voté pour Donald Trump. Alors, ces 7 États, c'est le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Géorgie, le Nevada, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Pourquoi cela s'est-il passé? Eh bien, tout simplement parce que on parle depuis tellement de semaines de fraude électorale, il y a tellement d'éléments qui ressortent, il y a tellement de solidité dans les dossiers déposés par les avocats de la campagne de Trump devant les tribunaux que, en conscience, les grands électeurs de ces États ont considéré qu'ils ne pouvaient pas ne pas voter pour Donald Trump, puisque on a en gros, si vous voulez, à l'échelle des États-Unis, pratiquement 2 millions de voix qui sont contestables. Et si vous prenez chacun des États dont j'ai parlé, sauf le Nouveau-Mexique, si vous prenez chacun des États dont j'ai parlé, vous verrez que à chaque fois, le nombre de voix contestées permettrait de renverser le résultat en faveur de Donald Trump. Alors c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que le 6 janvier prochain, le Congrès, c'est-à-dire la Chambre des représentants et le Sénat, vont avoir à examiner s'ils certifient le résultat des grands électeurs, le résultat du collège électoral. Et donc, les représentants ou les sénateurs ne peuvent pas faire comme si il n'y avait pas eu ces 7 États dans lesquels le résultat est contesté par une partie des grands électeurs. Que se passera-t-il? Il y a plusieurs scénarios possibles. Il y a la question de savoir comment votera la Chambre des représentants à majorité démocrate, comment votera le Sénat. Il y a la possibilité qu'un sénateur et un représentant ensemble contestent le résultat tel qu'il a été hâtivement proclamé le 14 décembre par ceux qui ont voulu que Joe Biden soit proclamé président des États-Unis. Il peut y avoir, à partir du moment où la contestation ne serait pas résolue, il peut y avoir saisie de la Chambre des représentants pour
l'élection du président et du Sénat pour l'élection du vice-président. Et prenons simplement le cas de la Chambre des représentants. Il y aurait un représentant votant par État, la majorité des États étant gouvernés par des républicains. Il y aurait à ce moment-là un vote en faveur de Donald Trump qui inverserait ce qui a été proclamé jusqu'ici. Alors cela se passera-t-il ? Personne ne peut le dire. La clé de ce qui va se dérouler dans les prochaines semaines, c'est le courage. Est-ce qu'il y aura finalement des juges assez courageux pour se saisir des dossiers extrêmement solides qu'on leur remet, plutôt que de les écarter en disant qu'ils ne sont pas recevables sur la forme ou qu'il n'est pas possible de les traiter dans le délai qu'impose la Constitution pour la proclamation du président des États-Unis? Est-ce qu'il y aura un revirement de la Cour suprême qui a singulièrement manqué de courage voici quelques jours? Est-ce qu'il y aura une solidarité de tous les élus républicains au Sénat et à la Chambre des représentants pour peser et pour inverser le résultat provisoire du collège électoral? Nous allons le voir. Il peut y avoir aussi des rebondissements plus spectaculaires. On parle de plus en plus d'une véritable fraude sur les logiciels et le dossier semble se consolider. Je considère que pour l'instant, nous n'avons pas suffisamment d'éléments de preuve, mais c'est quelque chose qu'il va falloir suivre attentivement. Y a-t-il eu, par exemple, transfert des voix par des territoires étrangers en allant de serveur en serveur, ce qui constituerait une infraction fédérale? Voilà des choses que nous allons apprendre dans les prochains jours. Ce que les grands électeurs républicains ont gagné à Donald Trump et à son équipe d'avocats, c'est 2 semaines, 3 semaines de plus pour pouvoir faire avancer les preuves. Et ce qui est très important, et je voudrais finir là-dessus, puisque c'est tout ce que nous pouvons dire provisoirement comme évaluation du dénouement de l'élection américaine, ne vous laissez pas intimider lorsque l'on vous dit que c'est absurde, voire c'est irresponsable de parler de fraude. Ne vous laissez pas impressionner par tous ceux qui ne sont que dans l'assertion. La fraude est massive. Il y a des preuves de plus en plus solides. Et imaginons que, par malheur pour la démocratie, Joe Biden réussisse son cambriolage, réussisse son entrée par effraction à la Maison-Blanche. Je crois que nous devons nous souvenir qu'il y aura à ce moment-là un second scénario qui s'ouvrira. Ça sera celui de l'illégitimité du président élu et d'un possible dénouement à la Richard Nixon, j'allais dire, c'est-à-dire d'un président destitué pour fraude un jour prochain du mandat qu'il aurait commencé. Vous avez peut-être vu d'ailleurs dans les médias qu'il y a des affaires judiciaires qui ont été rouvertes concernant le fils de Joe Biden, concernant le frère de Joe Biden, et il semble bien que Joe Biden lui-même n'ait pas été étranger à la corruption de son clan familial. Alors, que va-t-il se passer? Personne ne peut le dire. Pour la démocratie, il faudrait que le courage l'emporte et que le Parti républicain soit suffisamment soudé derrière le président au service des électeurs américains pour faire triompher ce qui est le vrai résultat de l'élection de 2020. Sinon, eh bien, on peut dire qu'il y aura eu une déstabilisation majeure de la démocratie. Il faudra attendre que la justice soit enfin faite. Ça sera une crise importante et qui aura des répercussions dans le monde entier. Mais le pire n'est pas toujours sûr. Gardons espoir et attendons de voir ce qui va se passer. Je vous remercie de suivre mes vidéos. Je vous remercie de les diffuser. N'hésitez pas à vous abonner, faire que d'autres s'abonnent. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir des notifications à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Nous allons avoir beaucoup de choses dont parler ensemble au début de l'année prochaine. En attendant, je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année et restons vigilants car l'actualité va être pleine de rebondissements.